Merci de regarder le Journal de l'Afrique sur France 24. Coupure d'électricité, hausse des prix. Nous verrons comment les Nigériens vivent après 11 jours de sanctions de la CEDEAO. L'institution régionale prévoit de réunir prochainement ses chefs d'état-major des armées. Brouillage sur les ondes d'Omega, la radio burkinabé la plus écoutée est suspendue jusqu'à nouvel ordre. En cause l'interview d'un opposant au putschiste nigérien. 15 jours pour convaincre, la campagne électorale gabonaise est lancée. Un triple scrutin dont une présidentielle, 19 candidats dont Ali Bongo Ondimba. Après 2 septennats, nous serons à Libreville. Les manifestations ont eu lieu dans le calme. Des milliers de Nigériens se sont rassemblés vendredi à Niamey, près d'une base militaire française. Des habitants venus soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir, venus aussi dénoncer la présence de la France dans le pays. 1500 soldats y sont actuellement déployés. La contestation visait aussi la CEDEAO qui a donné jeudi son aval à une possible intervention militaire au Niger. Une institution régionale sur le pied de guerre donc qui réunira ces prochains jours pour la 2e fois ses chefs d'état-major des armées. Recours à la force ou pas, le Niger vit déjà sous les sanctions économiques ouest-africaines et depuis leur mise en place le 30 juillet, les conséquences au quotidien sont lourdes pour les Nigériens. Reportage. Avant la crise, les coupures de courant étaient déjà fréquentes à Niamey. Depuis 2 semaines, la situation s'est aggravée. En application des sanctions décidées par la CEDEAO pour faire plier les putschistes, le Nigeria voisin a stoppé ses ventes d'électricité au Niger, qui en dépendait pour couvrir 70% de ses besoins. Donc effectivement, comme vous le constatez, avec les coupures, les enfants sont au dehors. Et à cause de la chaleur à l'intérieur, on a mis un moustiquaire dehors. Mais avec les longues coupures toute une journée, ou bien 4 heures de temps de coupure, ça impacte aussi sur les boutiquiers qui ont des produits frais. Des produits frais dont la majorité n'arrive plus jusqu'à Niamey. La fermeture des frontières avec le Bénin et le Nigeria, 2 des principaux axes commerciaux du Niger, est très dommageable pour l'économie du pays. Les prix de la plupart des produits importés ont déjà augmenté, souvent de plus de 20%. La CEDEAO n'a rien arrangé. Les meneurs de cette CEDEAO ne veulent d'ailleurs rien arranger pour nous les travailleurs. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, infliger des sanctions encore plus graves. On s'en fout. À Niamey, les voix favorables aux sanctions de la CEDEAO et à un retour à l'ordre constitutionnel se font discrètes. À l'opposé, les critiques s'expriment plus librement et dénoncent une erreur stratégique de l'organisation régionale. Toutes ces mesures-là, ça ne vise que la population et asphyxier la population. Le Niger ne va pas s'effondrer, on a du pétrole. Justement. Et il ne peut pas fermer notre frontière avec le Mali et le Burkina. Même l'Algérie, n'étant pas membre de la CEDEAO, on peut négocier, on peut discuter avec l'Algérie. Et vous savez qu'en commerce avec l'Algérie, il y a beaucoup de produits qui peuvent venir de l'Algérie. Ce jeudi, les chefs d'État de la CEDEAO, réunis à Abuja au Nigeria, ont décidé de maintenir les sanctions économiques et d'activer la force armée de l'organisation en vue d'une possible intervention militaire au Niger. Situation que le Burkina Faso voisin scrute de très près. Ouagadougou, vous le savez, a dans la foulée du coup d'État apporté son soutien aux putschistes. Eh bien, le gouvernement de transition vient de suspendre la diffusion de Radio Omega. L'interview d'un partisan du président nigérien déchu Bazoum est mal passée. Les détails avec François-Hume Ferkatachi. Radio Omega est suspendue jusqu'à nouvel ordre au nom de l'intérêt supérieur de la nation, écrit le gouvernement burkinabé, qui estime que la radio renie sa responsabilité en tant que média. Les autorités burkinabées n'ont pas supporté l'interview du Nigérien Ousmane Abdoul Moumouni, porte-parole du Conseil de la Résistance pour la République, un mouvement de soutien au président déchu Mohamed Bazoum. Nous avons voulu donner la parole aux différents protagonistes de la crise au Niger, se justifie un journaliste de la radio que nous avons contacté. Il se dit abattu par cette décision. La radio privée se réserve d'ailleurs le droit de porter l'affaire auprès des tribunaux. Nous allons continuer à traiter l'information et faire notre travail en toute indépendance et dans le respect de la déontologie, explique un autre journaliste qui requiert l'anonymat. La presse libre et indépendante est particulièrement ciblée par le gouvernement de transition issu du coup d'État de septembre 2022. Au début de l'année, la diffusion de RFI et de France 24 a été suspendue. Quelques semaines plus tard, ce sont les journalistes correspondants du Monde
Monde et de Libération qui sont expulsés du pays. De nombreux journalistes burkinabés également se disent régulièrement intimidés ou menacés. 30 organisations et médias africains avaient d'ailleurs adressé une lettre ouverte au mois de mai dernier pour dénoncer les restrictions de liberté au Burkina Faso. La crainte d'une reprise des hostilités entre l'ancienne rébellion Touareg du Nord Mali et le pouvoir de Bamako, la coordination des mouvements de l'Azawad a fait quitter la capitale à tous ses représentants. Elle accuse notamment la junte de vouloir prendre le contrôle des bases laissées par la MINUSMA. Les précisions de Serge Daniel. Tout a commencé il y a une semaine lorsqu'une position des groupes armés impliqués dans le processus de paix, la CEMA, cette position a été attaquée et tout de suite dans un communiqué, la CEMA a accusé le gouvernement, l'armée malienne et ses partenaires Wagner, le groupe russe Wagner, d'être l'auteur de cette attaque-là. Le gouvernement n'a pas réagi et puis plus récemment, la CEMA a décidé, l'ex-coordination des mouvements, la coordination des mouvements de l'Azawad, des rébellions, a décidé de faire quitter tous ces membres du directoire de Bamako, la capitale malienne, parce qu'ils estiment que désormais ils ne sont plus en sécurité. Il faut dire que l'accord de paix signé en 2015 est en panne, son application sur le terrain est poussive, elle est peut-être même, elle devient de plus en plus caduque, et qu'il y a un blocage dans l'application de l'accord de paix signé à Alger en 2015. Alors certaines personnes craignent un regain de tension sur le terrain, d'autres sont optimistes, mais en réalité, il n'y a plus quasiment d'intermédiaire entre l'ex-rébellion et le gouvernement malien. La MINUSMA est en train de plier bagages, le processus qui suit l'accord de paix d'Alger n'est plus tellement actif. Le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger n'est plus actif sur le terrain. Chaque partie est un peu laissée à elle-même et certaines craignent quand même une reprise des hostilités sur le terrain dans le nord du Mali. La campagne électorale est lancée au Gabon. Le 26 août seront organisés 3 scrutins de manière simultanée. Un processus inédit qui fait débat. Des municipales, des législatives et une présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, joue un 3e mandat. Correspondance à Libreville d'Ismaël Oboyanze. À Libreville, la campagne électorale qui s'ouvre ce vendredi pour 2 semaines démarre timidement. Candidat à sa propre succession, le chef de l'État sortant a fait sa première sortie en toute fin de matinée dans la commune d'Ovendo au sud de Libreville. Après 2 septennats, Ali Bongo Ondimba sollicite un 3e mandat de 5 ans celui-là, mais il doit d'abord défendre un bilan jugé peu élogié par ses détracteurs. Face à lui, des visages peu connus de la scène politique et ceux considérés comme des poids lourds de l'opposition. Il s'agit notamment de Paulette Missambo de l'Union nationale, d'Alexandre Barrault-Chambrier du Rassemblement pour la patrie et la modernité ou encore de Raymond Dronsima, candidat indépendant. Pour l'instant, aucune annonce de meeting dans ce camp des rivaux du chef de l'État sortant. D'après certaines indiscrétions, toutes ces personnalités membres de la plateforme Alternance 2023 préparent la tenue d'un grand rassemblement commun. Annonceront-elles à cette occasion le consensus autour d'une candidature unique? Le sujet fait en tout cas l'objet d'intenses tractations depuis quelques jours. Les élections du 26 août seront très scrutées. C'est la première fois que le Gabon organise 3 scrutins de façon simultanée, une présidentielle, les législatives et des municipales, un processus électoral déjà parasité par des désaccords sur l'utilisation d'un bulletin unique permettant à la fois l'élection d'un président de la République et du député. 67 migrants ont été secourus dans l'océan Atlantique par la marine marocaine. Leur embarcation de fortune faisait route vers l'Europe. Elle était en difficulté au large de Tarfaya. 2 heures en prison et puis s'en va. Jacob Zuma a été relâché vendredi, peu de temps donc après son arrivée. La raison, un système de remise de peine pour lutter contre la surpopulation carcérale. Honte absolue, ont dénoncé ses opposants. L'ancien président sud-africain doit purger 15 mois d'emprisonnement, libéré jusqu'à présent pour raison médicale. Correspondance au Cap de Caroline Dumais. Jacob Zuma avait été condamné à 15 mois de prison. Il en avait fait 2 quand en septembre 2021, il avait été libéré sur un dossier médical qui s'était avéré frauduleux.
Après des mois de procès, la justice sud-africaine avait décidé qu'il devait retourner en prison. Eh bien, surprise, ce matin, il n'y est resté qu'une heure ou deux, car le président Cyril Ramaphosa lui a offert une remise de peine. Cette remise de peine est possible, selon un communiqué de l'ANC, envers des prisonniers qui ne sont pas violents et parce que les prisons sont surpeuplées. Cette affaire, évidemment, fait couler beaucoup d'encre au sein notamment de l'opposition. John Steenhuisen, le patron de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a traité Cyril Ramaphosa de lâche et considère que c'est une moquerie de la justice sud-africaine. Mais pour l'ANC et ses sympathisants, c'est un geste envers un homme qui est âgé, qui n'a plus de rôle politique et un geste qui va aussi permettre d'apaiser les tensions au sein du parti au pouvoir. Reste une question pour le contribuable sud-africain, eh bien c'est celle de la vérité, car si Jacob Zuma a refusé de témoigner devant la justice, et c'est pour cela qu'il devait aller en prison, c'est parce qu'il a refusé de coopérer sur toutes les affaires de corruption sous sa gouvernance. On se demande donc aujourd'hui qui fera la lumière sur la corruption en Afrique du Sud. Et on termine avec cette enquête qui vise Samuel Eto'o, celle de la Confédération africaine de football. L'ancienne légende des Lions indomptables est soupçonnée de comportements inappropriés, des accusations de manipulation et de détournement de fonds à la tête de Fecafoot. Le président de la Fédération camerounaise de football n'en est pas à sa première polémique. Réponse de son avocat, communication pernicieuse et toxique. L'aventure africaine continue sur France24.com et nos réseaux sociaux. Le reste de l'actu internationale, c'est avec le journal et c'est dans quelques minutes. Passez une excellente nuit sur France 24. À très vite.